Mesdames et messieurs de la presse, bonjour. Nous vous remercions énormément d'avoir répondu à notre invitation. La population a 1001 questions à nous adresser au sujet de notre émission de plaidoyer à Kinshasa. À travers vous, nous allons devoir y répondre et nous sommes sûrs que vous allez leur parvenir nos réponses quant à ceux. D'abord, vous allez nous permettre de reconnaître le travail abattu par les radios, télévisions et médias en ligne, tant au niveau national qu'au niveau local, pour l'accompagnement indéfectible qu'ils ont apporté à la délégation de la DIFEGU et ses partenaires à Kinshasa. Sans vous, la population ne serait pas au courant de ce qui s'est passé à Kinshasa et de l'évolution positive dans notre mission. En deuxième lieu, il faut que chacun des habitants de Butembo, Beni et ailleurs se sente ragaillardi par les résultats de notre mission, qui vont apporter en plus dans l'amélioration du climat sécuritaire dans notre région, dans notre région. La population nous a beaucoup soutenus. Nous avons reçu des contributions, des soutiens moraux, matériels, et tout genre de la part de la population. C'est de notre devoir de les reconnaître ainsi. Cet accompagnement montre que la population entendait et continue d'attendre les fruits de notre lutte en cours. Infiniment merci à toute la population, aux opérateurs économiques, aux conducteurs de taxis, aux membres des différentes organisations et associations, formations religieuses et même des particuliers soucieux du retour de la paix à l'est de notre pays, la RDC. Que les associations féminines de Kinshasa trouvent aussi ici l'expression de notre reconnaissance pour le soutien qu'elles nous ont apporté. Mesdames et messieurs de la presse, en mettant en place cette mission de plaidoyer, nous avions une série d'objectifs que nous vous annoncions dans les séries de points de presse qui préparaient notre départ à Kinshasa. Il s'agit notamment 1. Déplacer les représentants des survivants des massacres de Beni et de l'Ituri jusqu'à Kinshasa, siège social des institutions, afin qu'ils témoignent sans intermédiaire de ce qui se vit à Beni comme à Ituri et ainsi attirer davantage l'attention des décideurs. Deuxième objectif, mobiliser les habitants de Kinshasa et d'autres parties du pays afin de se sentir aussi concernés et interpellés par ce qui se passe à l'Est. 3. Amener les autorités à considérer la paix à Beni et Ituri comme une priorité des priorités et à prendre des mesures exceptionnelles quant à ceux. 5. Partager avec les instances de prise de décision, parties prenantes dans la restauration de la sécurité à Beni, tant au niveau national qu'international, des informations que nous avons estimées capitales et utiles pour elles et qui peuvent aider dans la mise en œuvre des actions visant le retour de la paix à Beni comme à Ituri. 5e objectif, proposer aux différents ministères des actions particulières en faveur des populations sinistrées de Beni et de l'Ituri, les orphelins, veuves, malades mentaux, blessés de guerre, déplacés, élèves et étudiants, enseignants et qu'ils bénéficient de certaines dispositions spéciales et particulières au contexte socio-humanitaire difficile dans leur imposé depuis plus de 7 ans par les massacres et d'autres types d'insécurité. Mesdames et messieurs de la presse, la dynamique des femmes pour la bonne gouvernance voudrait dire à la nation congolaise et particulièrement celle de Butembo-Beni qu'elle a atteint ses objectifs
fixés dans cette importante mission de plaidoyer auprès des instances de prise de décision, tant nationales qu'internationales. Avec le concours de tout le monde, on peut se réjouir aujourd'hui que la nation s'est enfin mobilisée pour que prennent fin les massacres de Beni et Ituri et de manière générale l'insécurité au Nord Kivu et dans l'Ituri. Le chef de l'État, avec l'appui d'autres services de l'appareil judiciaire, a pris des mesures urgentes et courageuses, exceptionnelles pour ramener la paix à Beni. Ces mesures exceptionnelles prouvent que le chef de l'État ne ménage plus aucun effort pour ramener la paix durable. Nous avons foi que le rêve sera une réalité. Cet arsenal de mesures sécuritaires urgentes rime très bien avec ce que les veufs, veuves, orphelins, étudiants et autres victimes des massacres de Beni nous ont demandé de dire au président de la République. Et nous l'avons fait sans intermédiaire. Mesdames et messieurs de la presse, il y a certaines de nos recommandations qui n'ont pas quand même trouvé jusqu'à présent des solutions ou des réponses, mais nous avons confiance qu'elles le seront afin que la paix en cours de restauration au Nord Kivu soit durable. Il y a beaucoup de choses qui attendent d'être mises en œuvre et qui sont contenues dans nos différentes notes de plaidoyer remises à chacune des parties prenantes. On ne peut pas en parler déjà maintenant, mais nous avons espoir que cette guerre finira. Nous allons continuer la lutte auprès d'autres acteurs qui seront mobilisés jusqu'au retour de la paix chez nous. Nous avons droit à la paix. C'est à ces mots que nous vous remercions encore une fois pour votre soutien et pour la large diffusion de notre message. Merci. Merci beaucoup, Madame Ruth. Qui a la première question? Oui, Roger. Prenez, vous allez prendre le stylo et mentionner la question. On prend une série de points. Oui, allez, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour la parole. Je ne choisis pas peut-être mal les mots, mais visiblement, il boude tous les appels qui viennent de l'Est pour venir, alors que c'est lui-même qui avait promis s'installer ici. Est-ce qu'avec votre déplacement, vous êtes confiante que finalement, le président sera à l'Est? Merci. C'est une question intelligente. Oui, Julien? Oui. Il y a beaucoup qui disent qu'avant de partir pour Kinshasa, vous avez promis que vous reviendrez avec le président de la République. Et on a constaté que vous êtes arrivé, le président n'est pas là. Et ces gens-là disent que votre mission est un échec. Que répondez-vous à ça? Merci. Oui, merci. Madame Rose, vous êtes partie à Kinshasa. C'était pendant la période cruciale de la nomination des autorités qui vont participer à la lutte contre les tueries dans la région de Beni et à Ituri. Je voulais juste savoir qu'est-ce que vous avez mené comme lutte concrètement pour que la femme participe aussi à cette noble mission. Merci. La question de la femme. On prend d'abord le choix. Madame, allez-y. Et je précise que toutes les langues sont autorisées. Merci beaucoup pour les questions. Et nous allons tenter d'y apporter des réponses. On va commencer par la première question. Le frère Roger nous a demandé que dans la lecture de notre texte, nous avons montré que nos objectifs ont été atteints, ou alors l'objectif même global a été atteint. Il dit qu'est-ce qui nous rassure que notre objectif a été atteint. En fait, d'abord, notre objectif a été atteint parce que ce que nous venons de lire ici comme objectif, vous allez comprendre, vous allez vous rappeler que le premier objectif était de pouvoir rencontrer les autorités du pays et amener avec nous les victimes des massacres, les rescapés des massacres. Et ça a été fait. C'est déjà un objectif atteint à 100%.
Pour ce qui est de rencontrer les autorités, nous les avons rencontrées. Et comme Sifala dit, même si je ne suis pas encore là pour répondre à sa question, nous sommes allés à Kinshasa quand on attendait les nominations. Et donc les ministres qui étaient là, qui géraient leur ministère, faisaient en fait, ils étaient réputés démissionnaires parce qu'il y avait déjà nomination. Et on attendait les nominations n'étaient pas encore là, mais c'était déjà annoncé. Et donc nous, l'autorité que nous visions, c'était le chef de l'État d'abord, comme institution président de la République, comme garant de la sécurité, comme commandant suprême des forces armées, comme tous les titres-là qu'on lui donne. C'est lui qui est chargé d'élaborer, de concevoir la politique générale. Nous l'avons rencontré. Cet objectif-là aussi a été atteint, je peux même dire à plus de 100%. Parce que nous, on prévoyait les rencontrer une fois. Mais il faut le dire, lorsqu'il nous a écoutés, il a plu à lui d'organiser une autre séance, je peux dire, de travail, où il a convié les autorités nationales des forces armées de la République démocratique du Congo. Et là, nous avons fait un échange franc. Il fallait que ces gens-là puissent aussi répondre à nos recommandations ou à nos révélations. C'est pourquoi j'ai dit que cet objectif a été à plus de 100%. Et nous ne sommes pas là pour dévoiler les choses qui étaient racontées là-bas, mais nous, on est vraiment satisfaits parce que c'était que nous puissions amener ces vérités à Kinshasa. Vous savez que tout ce qui entoure aussi cette guerre, c'est la non-exposition de la vérité. Mais quand on a l'opportunité d'exposer cette vérité devant les concernés eux-mêmes, pour nous, c'est vraiment une grande satisfaction. Qu'est-ce qui nous rassure encore? Qu'est-ce qui nous satisfait? C'est que rarement on a fait des plaidoyers où on essaie même de vivre les résultats de ces plaidoyers quelques jours après. Mais nous, notre délégation a eu ce privilège-là de vivre déjà quelques jours après notre plaidoyer, les échanges, les fruits de notre plaidoyer. Quels sont ces fruits-là? Il faut déjà dire que l'état de siège, même s'il connaît encore beaucoup de critiques, c'était parmi les mesures qui avaient été prises par le chef de l'État pour répondre à notre message. Parce que nous avions des objectifs, nous avions aussi des recommandations, mais nous avions un message clair et précis qui était de lui demander de considérer la paix à Beni et Tour comme une priorité des priorités. Et il l'a fait. Il a décrété l'état d'urgence. Il a répondu à certaines recommandations que nous pouvons peut-être considérer des moindres, mais qui peuvent contribuer largement à la restauration, au retour de la paix de chez nous. Nous avons vu les changements qui ont été connus, au moins dans le commandement militaire à tous les niveaux, non seulement au commandement des opérations, mais aussi au commandement d'autres unités, des villes et territoires. Nous avons vu plusieurs mesures. Bientôt, le chef de l'État va travailler avec le ministère de la Défense pour travailler la question, pour trouver la solution à la question de porosité des frontières. Parce que ça aussi, on y a insisté. On y a insisté avec des éléments clairs en montrant que nos frontières sont poreuses. C'est ce qui facilite les ennemis à quitter les pays voisins, à quitter Somalie, mais parce que les gens qui travaillent à la frontière ne sont là que pour chercher l'argent. Il n'y a personne qui fait le suivi des mouvements au niveau des frontières. Vous êtes, les hommes et les femmes des médias, vous êtes informés que d'ailleurs les FARDC ont commencé à annoncer qu'ils vont utiliser une haute technologie pour répondre à cette question-là, afin que nos frontières soient vraiment sécurisées et protégées. Alors, d'autres questions, cher frère Roger, revêtent caractère aussi de discrétion. Et nous ne sommes pas censés dire à détail ce qui nous satisfait dans notre émission. Ce qui est important est que nous voyons ensemble, mais nous ne sommes pas très satisfaits parce que nous attendons encore la paix. Nous attendons les fruits. Il n'y a eu que des mesures
qui n'ont pas encore produit. C'est pourquoi nous avons annoncé même à la fin de notre texte que notre lutte va continuer jusqu'à ce que la paix revienne. Alors, je crois que c'est Julien qui m'a demandé, non, c'est toujours Roger, qui a dit, nous sommes allés à Kinshasa quand le chef de l'État était attendu. Et d'ailleurs, quand on était en séjour à Kinshasa, il y a eu des élèves de Béni qui ont fait un sit-in, en fait, je ne sais pas comment les qualifier, à la mairie de Béni pour attendre le chef de l'État. Bien sûr, nous lui avons transmis ce message-là. Et c'est ce qui met d'ailleurs les gens en confusion, parce que nous lui avons dit ce qui était là, au vu que nous lui avons dit que la population de chez nous vous attend. Parce que vous avez promis, non seulement au cours de votre campagne électorale, mais quand vous étiez aussi à Goma, vous avez promis revenir. Les gens vous attendent et pour que vous puissiez palper des doigts certaines réalités avec non seulement les opérations, mais aussi beaucoup d'autres problèmes qui entrent en jeu jusqu'à ce que la paix puisse, la sécurité persiste dans notre région. Et c'est le même message-là que les gens disent, nous on est partis prendre le chef de l'État. Et là nous pouvons d'ailleurs nous réjouir que oui, quand nous lui avons transmis ce message, il a été prêt de venir avec nous et il est toujours prêt, il va venir avec nous. Mais ce que nous devons dire, il n'a jamais promis venir avec nous au bord d'un même appareil, d'un même avion. Mais il a dit que nous allons venir, nous pourrions venir quelques jours avant son arrivée ici, aussi au Nord Kivu. Et qu'est-ce qui nous réjouit dans tout ça? Si nous avons passé encore quelques semaines après la fin de notre émission, parce que notre émission était de 28 jours, un mois, c'est parce que lui-même a voulu tenir à sa promesse, nous a retenus et dire, je veux que vous puissiez rentrer pendant que moi-même j'aurai déjà un programme précis. Et les gens parce qu'on ne doit pas tout exposer à la cité, les gens se posent des questions, mais nous on est confiants que le chef de l'État va venir. Et si aujourd'hui nous sommes là, c'est parce qu'il sait qu'il va venir dans quelques jours. Nous l'avons annoncé même dans notre meeting improvisé Europe VGH, qu'il va venir. Et je sais qu'il va venir, pas pour honorer le message de la Difegu, mais pour honorer la demande de la population, que la Difegu a eu le courage de lui transmettre face à face, avec insistance, jusqu'à ce qu'il puisse promettre cela. Il va venir, et je sais qu'il va commencer par Goma, avec les catastrophes qui est là, et il attend que la réouverture des activités de l'aéroport de Goma, parce que si nous sommes ici, nous sommes passés par une autre ligne, mais il attend d'abord la réouverture des activités suspendues à l'aéroport de Goma pour qu'il puisse arriver à Goma et combattre avec la population de Goma et puis venir suivre de près la question. Il ne va pas peut-être prendre assez de temps, mais il viendra palper du doigt la question des massacres de Béni. Et je crois même avec cette réponse, la question de Julien a trouvé réponse. La population doit savoir que d'abord venir avec le chef de l'État n'était pas notre objectif. Vous, la presse, je vous prends pour témoin parce que nous vous avions avisé quelques jours avant notre départ, nous vous avions présenté nos objectifs et nulle part sur la liste des objectifs, on a parlé d'aller prendre le chef de l'État, mais quand même nous les remercions d'avoir été attentifs à la demande de la population que nous lui avons transmise et il va venir. Je crois que les gens qui sont en train de raconter les histoires vont vivre sa présence et ce que nous espérons est que non seulement il arrive, mais que sa présence puisse aussi, qu'il puisse trouver des solutions, quelques solutions urgentes et qu'il puisse palper des doigts la question des persistances des massacres de Béni. Troisième question, revenir, oui, c'est déjà, en fait, ce n'est pas un échec, c'est juste déjà, vous savez, même si notre émission est indépendante, mais il y a des gens qui essaient de la lire avec des sentiments différents et nous comprenons leurs émotions. Et dans tout ça, l'important c'est que la paix revienne. Dans tout ça, et qu'il y a déjà des mesures qui sont déjà prises, que nous sommes censés soutenir et que nous sommes obligés d'ailleurs soutenir pour que la paix revienne chez nous. Quatrième question, notre émission
nous avons été à Kinshasa pendant que le chef de l'État a proposé ou attendait, se préparait à nommer les membres du nouveau gouvernement. Est-ce que nous... Les autorités. Ah voilà, les autorités de l'état de siège, bien sûr. Et malheureusement pour nous, cette étape est venue après nos 2 séances d'échange ou nos 2 audiences et que nous n'avons été au courant qu'avec grand retard, mais que quand nous avons dénoncé quand même, il nous a été dit qu'on a cherché des gens qui méritent. Parce que aussi, des fois, les gens qui ont de l'expérience, il faut l'avouer, que nous les femmes, nous avons des difficultés, là, que ce soit dans la politique comme dans l'armée. Nous y sommes adhérés après vraiment un grand retard. Et que peut-être si nous avons même des femmes qui sont des hauts gradés, mais qu'on estime n'avoir pas encore acquis cette grande expérience pour gérer cette question si délicate, la question de l'état de siège, même si les hommes aussi qu'on a nommés, ne nous ont pas, surtout le nôtre, à province du Nord Kivu, ne nous a pas encore convaincus, mais comprenez que c'était question de critères, et les dames militaires et comme policières n'ont pas répondu à ces critères-là. Mais sinon, on a osé, parce que c'est ça notre grand objectif. Oui. Et la dernière... Oui, c'était ça. Oui. Demandez quelle est notre évaluation par rapport au travail de Thierry Mwami, qui a été relevé de ses fonctions de commandant des opérations Sokola. Hein? Bon, nous, quand on a fait nos investigations sur le terrain, et nous, du fois, on s'écarte en fait des langues qui parlent des rumeurs, mais nous, on parle de ce que nous avons vu. Ce que nous avons constaté sur le terrain, c'est que il n'aurait même pas beaucoup de problèmes à soi, mais il a connu des problèmes peut-être de logistique, il faut le dire. Il n'a pas été en mesure de mettre en application les stratégies qu'il pouvait définir lui-même avec ses collaborateurs, faute de logistique. La logistique a été gérée à Kinshasa. Et c'est ça même, ça a été aussi parmi nos grands angles de notre plaidoyer. La logistique qui gère des questions à Beni, mais gérée à Kinshasa. Et c'est ce qui faisait qu'il y avait beaucoup de détournements. Des détournements qui commençaient déjà à Kinshasa avec les chefs hiérarchiques des opérations Sokola, c'est-à-dire certains responsables de l'armée qui détournaient déjà les moyens qui étaient pourtant mis à la disposition des opérations. Ce que nous savons, c'est que c'est ce qui l'a poussé à ne pas être efficace, parce qu'efficacité signifie vous produisez. Et nous n'avons pas vu ces fruits palpables, parce que voir ces fruits, c'est que quand même on ne puisse plus compter des morts. Et je crois que personnellement, je ne vais pas me permettre d'évaluer, de lui dire voilà ce que les gens sont en train de raconter, ils seraient, non. Nous n'allons pas parler de cela, nous allons parler de ce que nous avons constaté sur le terrain et qu'ils travaillaient dans des conditions purement difficiles. Et c'est ce que nous avons même demandé au chef de l'État. Bien qu'il a nommé un nouveau commandant, il faut qu'il puisse travailler cette question-là de logistique. Parce que vous vous souvenez qu'on avait encore organisé une autre conférence de presse quand on plaidait sur l'amélioration des conditions de vie de nos militaires. C'était grave, nous on a été sur le terrain. Et c'était sous son règne, effectivement. Il n'avait pas aussi des choses, parce qu'il faut le dire d'abord, ce n'est pas lui qui gère la logistique. La logistique était gérée à l'OZERCAF par quelqu'un qui n'est chargé que rien que de cela. Lui faisait seulement la gestion des opérations. Et donc, on attend que le chef de l'État, avec le ministère de la Défense, puisse améliorer les conditions de vie de nos militaires. Parce que, en fait, sans cette amélioration, l'état d'urgence ne va pas aussi répondre, trouver des solutions palpables. Il faut vraiment nous battre tous. Vous aussi, en tant que médias, vous devez faire aussi une guerre médiatique sur cette question-là. Il faut que les conditions des militaires soient améliorées. Parce qu'ils sont des humains, ils ont besoin de la logistique. Mais nous avons été rassurés par les autorités qu'il y a déjà au niveau de l'armement, du moins, des commandes
parce qu'il manquait aussi certaines armes efficaces qui pouvaient les aider à combattre l'ennemi. Il y aura déjà des solutions par rapport à ça. Nous avons suivi avec vous le ministre de la Défense qui disait qu'il y a déjà un budget pour ça. Merci. Bon, on prend une autre. Okay, allez-y. Merci pour la deuxième série de questions. La première question a été demandée dans l'objectif de savoir qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport au renouvellement de l'état de siège. C'était prévisible, chers frères et sœurs, parce que d'abord, s'il faut parler de l'état de siège au Nord Kivu, qui a connu aussi une autre grande problématique, la problématique de l'éruption du volcan de Nyiragongo, qui s'est invité en fait dans l'état de siège. Et c'était prévisible parce que aussi, terminer une guerre qui a duré plus de 7 ans, à 30 jours, c'était difficile et c'était prévisible. Nous saluons cette décision-là et nous pensons que les militaires, désormais gouverneurs des 2 provinces, auront encore le temps parce que nous supposons que pour le 30 du premier jour, ils ont eu le temps de faire ce qu'on appelle reconnaissance, c'est-à-dire de pouvoir comprendre la question des massacres, chacun dans son entité, pour comprendre les causes et évaluer la capacité militaire dans son entité, c'est-à-dire dans sa province. Et nous souhaitons que les 15 jours, au cours de ces 15 jours ici, que nous puissions commencer à sentir les résultats de cet état de siège, qu'ils puissent passer maintenant par les actions, surtout le nôtre, du Nord Kivu, qu'ils puissent faire des descentes vers la région qui est même le problème, qui constitue l'objectif même de cet état de siège au Nord Kivu. Il doit descendre à Beni, il ne doit pas attendre les rapports parce que généralement les rapports sont tronqués, parce que les rapports sont rédigés par des gens, peut-être qui peuvent avoir aussi une main noire dans ces massacres qui se passent. Nous, on veut vraiment qu'ils puissent descendre à Beni, comme l'autre, son collègue de Litour le fait, et régulièrement nous les voyons sur le terrain. Le nôtre, il peut laisser son adjoint, on ne les appelle pas les adjoints, on les appelle son adjoint à Goma, à s'occuper de la question administrative de la province et d'autres questions peut-être du volcan. Et lui, il peut venir à Beni parce qu'au même moment qu'on a décrété l'état d'urgence, de siège plutôt, l'ennemi aussi est en train entre guillemets, de saboter cette mesure-là et il doit que passer aux actions de grande envergure. État de siège et recommandations, ce qu'on nous attribue sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est vraiment notre recommandation? Ce qu'il faut dire clairement que nous n'avons jamais écrit l'état de siège comme recommandation. Dans nos notes de plaidoyer, dans nos différentes notes de plaidoyer, mais le chef de l'État a pris cette mesure sur base de nos recommandations. Nous avons insisté beaucoup plus sur la porosité des frontières. Parce qu'il faut se dire ici, à part le chef de l'État, nous avons rencontré certains ambassadeurs des pays voisins au cours d'une séance à l'Union africaine. Et ces gens-là avaient tendance à dire, non, c'est votre problème, pourquoi vous laissez vos frontières grandement ouvertes et les bandits, les appelaient comme ça, les bandits de chez nous qui souhaitent vivre au Congo passent facilement. Vous parlez même, quand nous avions parlé de la fameuse question de Bakourima, ils ont dit comment les gens peuvent s'hasarder, quitter Goma et jusqu'à Boga, jusqu'à Beni, pendant que vous avez des frontières. Et donc ce sont les gens, ils se moquaient de nous. Et nous, on a insisté dans nos notes de plaidoyer sur cette question. Parce qu'il faut laisser dire, à part les notes de plaidoyer, à part les séances que nous avons eues à la présidence avec le chef de l'État, nous avions déjà des canaux de communication directe, nous avons eu des temps de faire des analyses sur le terrain avec effectivement nos équipes sur le terrain. Notre cellule de recherche et de communication a été très active sur le terrain pour nous apporter de nouvelles informations que nous avons partagées régulièrement avec la présidence. Et c'est peut-être sur base de toutes ces analyses-là, parce qu'il faut le dire,
que nous avons montré que l'administration aussi ne marche pas bien. L'administration, que ce soit au niveau des territoires, et parce que c'est l'administration qui gère en fait la DGM. La DGM n'est pas un service militaire. Et c'est la DGM qui gère les frontières. C'est peut-être sur base de ces analyses-là et d'autres recommandations qui peuvent pousser l'autorité à prendre cet état de siège et qu'avec le concours de ses conseillers, ils ont décidé ainsi. Mais si c'est nous qui sommes à la base de tout cela, nous félicitons parce que nous savons que ça va payer. Nous, on n'est pas du genre pessimiste, on n'est pas du genre de penser que la question peut trouver solution du tic au tac. Et c'est une question qui a déjà pris des racines, en fait, vraiment, dans l'armée même, vous le savez. On sait même de la population, parce qu'il faut aussi se dire vrai. Si les gens, pour cette question-là, par exemple, si je me réfère à la période de Kasuku, des quartiers qui étaient toujours visités par les bandits, les gens de Kasuku là, étaient toujours des quartiers où il y avait des jeunes qui collaboraient avec les Kasuku. Il en est de même pour la question des massacres de Beni. Nous devons aussi nous dire que nous devons avoir des personnes de mauvaise foi parmi nous, population, qui faciliteraient ces massacres-là. Et tout ça, ça peut faire à ce que l'autorité arrive à dire nous décrétons l'état de siège, on va voir comment les militaires peuvent gérer la question. Et pour ce qui est de cette même question, il faut dire qu'à un moment, notre cellule de communication et de recherche nous avait donné des résultats qui nous disaient, parce que nous lui avons dit, est-ce que vous pouvez voir comment les gens ont compris, ont accueilli les messages de l'état d'urgence. Et les résultats ont montré que la population était un peu frustrée par rapport à la gestion des militaires, parce que la population a déjà connu beaucoup de problèmes. Et nous, quand on a partagé les résultats de cette recherche-là, nous envoyés par notre cellule de communication, on a encore vu les chefs de l'État désignés au niveau des entités, rien que des policiers. Et nous, on a peut-être compris que c'était sur base de cela qu'il a dit, comme les policiers sont quand même, la population sait s'adresser à la police, que la collaboration a fait entre, non, comment je peux dire, la population n'est pas si frustrée devant les policiers que devant les militaires. C'est peut-être sur base de ces résultats-là que le chef de l'État a pris la mesure de nommer vraiment rien que les policiers dans des entités de base. Et donc, il faut se dire clair que l'état de siège n'a jamais été parmi nos recommandations, mais il y avait quand même des recommandations qui pouvaient faire à ce que l'autorité prenne une telle mesure.